Que se passe-t-il pour les soldats morts sur le champ de bataille ukrainien? C'est une question que peu osent poser, et les réponses sont aussi sombres qu'elles sont surprenantes. Dans cette vidéo, nous révélons l'histoire inédite de ce qui arrive réellement à ceux qui tombent des deux côtés de la guerre. Des restes hantants laissés derrière dans le chaos de la bataille, aux efforts courageux d'un groupe de bénévoles appelé le Tulipe Noire, qui risquent tout pour récupérer les corps, parfois alors que les balles volent au-dessus de leur tête. Mais ce n'est que le début. Que signifie-t-il de trouver et d'enterrer les morts dans une guerre, où même les cadavres pourraient être piégés? Pourquoi les soldats russes sont-ils souvent abandonnés sur le champ de bataille, laissés à pourrir, comme oubliés par leur pays? Restez avec nous alors que nous explorons les réalités terrifiantes de la mort au combat. Les réponses peuvent vous surprendre et soulever encore plus de questions dérangeantes. En décembre 2023, la chaîne YouTube allemande The Military Show a publié une vidéo montrant des membres de la Tulipe Noire en action. La vidéo a noté que l'Ukraine et la Russie laissent souvent leurs soldats morts sur le champ de bataille, une action généralement née de la nécessité. Récupérer vos camarades morts n'est pas une priorité lorsque les bombes russes pleuvent ou que les drones ukrainiens détruisent votre peloton. Souvent, les corps sont délaissés car les compagnons des soldats tués ont dû quitter précipitamment leur position durant les affrontements. Dans ces cas-là, revenir chercher les morts est inenvisageable. Une embuscade de l'autre côté peut attendre, forçant un sacrifice triste mais nécessaire. C'est là que des associations bénévoles comme la Tulipe Noire interviennent. La vidéo « Le spectacle militaire » révèle des éléments clés de l'opération Tulipe Noire. Le groupe est dirigé par des bénévoles et est d'origine ukrainienne. Malgré leur origine, les membres de la Tulipe Noire adoptent une approche étonnamment neutre pour récupérer les corps. Ils sont tout aussi susceptibles de collecter les cadavres de soldats russes que ceux des troupes ukrainiennes, et ils traitent chaque corps qu'ils trouvent avec le même respect. Le soldat décédé est identifié, puis ses restes sont délicatement emballés par la Tulipe Noire, prêts à être transportés loin du front. Souvent, les corps sont si décomposés qu'ils ne peuvent être identifiés visuellement. Malgré ces efforts, la Tulipe Noire n'est pas une équipe d'intervention immédiate. Elle affirme plutôt recevoir des informations des civils et de l'armée ukrainienne sur les lieux où l'on peut trouver des corps. Malgré les risques, les bénévoles entrent dans la zone de guerre active pour récupérer le corps. La vidéo Crisis suit l'équipe Black Tulip pendant une mission de récupération, illustrant leur travail. Des explosions retentissent en arrière-plan et des balles sifflent à proximité, révélant les dangers de cette mission bénévole. Pour le Black Tulip, le risque est justifié pour donner aux morts une fin digne. Le Military Show n'est pas le seul média à avoir couvert le travail du Black Tulip. En février 2023, presque un an avant que Crisis publie sa vidéo, le magazine en ligne britannique The Spectator a fourni un compte-rendu direct de ce que fait le Black Tulip. Écrivant depuis Dovenka en Ukraine, Julius Strauss a voyagé aux côtés d'un homme seulement connu sous le nom d'Oleksii, qu'il identifie comme le leader de Black Tulip. Au cours de leur voyage, Oleksii est tombé sur le corps d'un soldat russe. Le torse du soldat, avec son gilet pare-balles et sa ceinture de combat en plastique, semblait parfaitement préservé. Mais quand l'équipe a regardé en bas, ils ont vu les jambes du soldat. Le corps affiché à un angle non naturel présentait probablement des signes que le soldat avait été pris dans une explosion de bombe. La tête du soldat témoignait aussi de l'histoire d'un homme abandonné à la décomposition. Il ne restait qu'un crâne portant des taches sombres, sans visage ni cuir chevelu. La sinistre trouvaille révèle aussi les méthodes du Tulipe Noire pour extraire ces corps sans risque. Strauss raconte comment un certain Alexei attache délicatement une corde autour du corps, tout en expliquant que la Russie va souvent jusqu'à piéger ses propres morts avant de les abandonner. Nous devons être prudents, a déclaré Alexei en attachant la corde et en marchant à environ 45 mètres du cadavre, l'autre bout de la corde à la main. Une fois à une distance sûre, sur un chemin boueux, Alexei et l'équipe se sont accroupis et ont tiré sur la corde. Il n'y a pas eu d'explosion. Denis, un bénévole de 21 ans, a ramassé le crâne détaché du corps pendant le sinistre test, réunissant la tête avec le torse. L'article du Spectator révèle la véritable identité des membres de la Tulipe Noire. Strauss dit que les 6 bénévoles avec qui il a voyagé pour son reportage étaient auparavant membres de la même équipe de kickboxing en Ukraine. Ils avaient aussi travaillé dur pendant plusieurs mois avant. Alors qu'ils plaçaient respectueusement le corps et l'équipement du soldat russe non identifié dans un sac mortuaire en plastique blanc, la petite équipe a expliqué qu'il s'agissait du 299e corps qu'elle avait trouvé. C'était juste un an après le début de la guerre en Ukraine. Dans les 18 mois suivants, la Tulipe Noire a probablement secouru des centaines d'autres soldats. Andrei, un autre membre de la Tulipe Noire, âgé de seulement 21 ans lors du rapport,
a expliqué les raisons de ce travail macabre effectué par son équipe. Le travail est crucial. Les soldats qui meurent en défendant notre pays doivent pouvoir retrouver leurs proches. Le groupe a aussi indiqué que bien qu'il œuvre pour rapatrier les vaillants soldats ukrainiens, il est désormais plus fréquent de trouver des soldats russes en Ukraine. Pour chaque Ukrainien, le groupe a trouvé 2 Russes morts. Strauss a partagé plus de détails sur le processus du groupe lorsqu'il travaillait avec le corps du soldat russe. Après avoir placé le corps dans le sac mortuaire, le groupe a pris des photos et répertorié ses découvertes. De là, selon la Tulipe Noire, le corps serait envoyé à la morgue pour collecter des échantillons d'acide désoxyribonucléique. Ces échantillons seraient envoyés aux autorités russes avec toute documentation trouvée sur le corps, comme preuve d'identité. Ces autorités russes n'acceptent pas automatiquement que le corps découvert soit l'un des leurs. Les preuves envoyées sont examinées minutieusement du côté russe, le corps n'étant ajouté à une liste d'autres soldats russes récupérés, que si ces autorités acceptent la véracité de la soumission. Le nom du soldat décédé est ajouté à une liste. L'Ukraine et la Russie organiseront finalement un échange de corps de leurs soldats tués. Nous aborderons ces échanges en détail plus tard dans la vidéo. Restant avec la Tulipe Noire pour l'instant, Alexis explique que la plupart des familles qui apprennent que l'organisation a récupéré les proches sont heureuses de retrouver les corps. Ils reçoivent au moins une forme de clôture, et peuvent enfin pleurer correctement un combattant qui a fait le sacrifice ultime sur le champ de bataille. Mais pour certaines familles, la nouvelle est insoutenable. Parfois, ils refusent simplement d'accepter ce qui s'est passé, explique Alexis. Sinon réclamés, les corps sont inhumés dans des tombes anonymes. Plus loin dans le rapport, Strauss détaille les risques auxquels font face les Tulipes Noires lors des missions de récupération. Là où la vidéo de crise montrait des images des membres du groupe de volontaires se baissant alors que des explosions et des coups de feu retentissaient au loin, l'équipe que Strauss accompagnait devait faire face à une menace très différente, les mines. Les mines anti-chars et anti-personnel constituent une grande partie de la stratégie de la Russie dans la guerre en Ukraine. Les troupes de Poutine ont pris l'habitude de semer d'énormes portions de l'Ukraine avec ses armes mortelles, en se concentrant particulièrement sur les terres agricoles, et elles représentent une menace constante pour les soldats ukrainiens lorsqu'ils traversent leur pays. La Hazardous Area Life Support Organization Trust estime qu'il y a jusqu'à 2 millions de mines terrestres plantées en Ukraine, l'organisation n'en ayant déminé que 19 000. L'intégralité de l'Ukraine devra être déminée si elle doit redevenir sûre. Dans son article pour le Spectator, Strauss se rappelle avoir marché avec la Tulipe Noire le long d'un chemin étroit bordé de mines des 2 côtés. Le groupe reste vulnérable face à l'agression russe, comme le montre aussi la vidéo de The Military Show. Il n'est pas rare que des soldats russes tirent sur les bénévoles de la Tulipe Noire pendant qu'ils essaient de faire leur travail, ajoutant l'insulte à l'injure, alors que le groupe tente de récupérer les morts de son pays. L'amertume transparaît chez certains bénévoles de la Tulipe Noire lorsqu'ils évoquent les morts russes qu'ils récupèrent. Vasily, un membre, a exprimé ses sentiments envers le soldat russe aux jambes écartées, même lorsqu'il s'efforçait délicatement de récupérer le corps. C'est une tâche, et nous devons le retirer de notre terre, a déclaré le cinquantenaire à Strauss, alors que ses actions respectueuses contredisaient même les mots qui sortirent de sa bouche. Peut-être que pour beaucoup au sein de la Tulipe Noire, récupérer les morts russes est moins une question de respect envers un guerrier tombé au combat, que de s'assurer que le guerrier ne peut laisser aucune trace sur le sol du pays qu'ils ont envahi. D'autres récupérations de corps sont encore plus macabres que celles du soldat russe sans visage. Plus tard dans leur trek, Strauss et la Tulipe Noire sont tombés sur la carcasse calcinée d'un véhicule blindé de transport de troupes. Le véhicule avait été incinéré, le métal avait brûlé au point de se déformer, et Alexei a assumé la terrible tâche d'explorer le véhicule blindé de transport de troupes à la recherche de restes. Il a trouvé un corps carbonisé. Le groupe a ensuite passé 1 heure à extraire le corps du véhicule blindé de transport de troupes malgré la complexité de la tâche. Au final, il ne restait qu'un petit plateau métallique de restes carbonisés, une lame de couteau, des parties de la veste de flaque du soldat, un petit morceau de mâchoire et une botte que les volontaires ont utilisée pour identifier le soldat tombé comme un autre russe. Voilà le quotidien d'un bénévole de la Tulipe Noire. The Guardian, un autre média britannique, a aussi envoyé un journaliste à la Tulipe Noire. Il a publié un rapport similaire à celui du Spectator en mars 2023. Cette fois, les corps trouvés ont au moins été traités avec un minimum de respect par les soldats russes qui les ont abandonnés. Le journal a rapporté une mission de la Tulipe Noire dans le village déserté de Krasnopilia dans la région nord de Donetsk. La Tulipe Noire a découvert 2 soldats russes soigneusement placés dans la cave d'un bâtiment détruit, probablement par leurs camarades. Les corps étaient toujours abandonnés, mais cette fois vêtus de leurs uniformes d'été. Ils avaient également clairement été dans la cave pendant longtemps. Les corps s'étaient décomposés à tel point que les soldats ne pouvaient être identifiés qu'à l'aide des plaques d'identité qu'ils portaient encore.
Le Guardian a aussi évoqué les mines anti-personnel que la Tulipe Noire affronte. Un volontaire nommé Artai a expliqué que la Russie a commencé à larguer des mines depuis des roquettes, ces mines étant souvent soufflées par le vent avant d'atterrir. Artai utilisait un drone pour localiser les corps et identifier des itinéraires sûrs sur le champ de bataille. The Guardian note également qu'il n'est pas rare que la Tulipe Noire rencontre de graves difficultés lorsqu'elle tente d'identifier les corps qu'elle récupère. De nombreux soldats russes sont brûlés avant que le groupe ne puisse les atteindre. Il arrive que des Ukrainiens brûlent les corps, par colère ou pour des raisons sanitaires. L'armée russe brûle parfois les corps des morts, probablement pour cacher l'étendue réelle de ces pertes de guerre. Plus de détails sur la Tulipe Noire ont émergé de l'article du Guardian. Le groupe ne comptait que 10 membres en mars 2023, ce qui en fait une petite anomalie par rapport à l'ampleur de la mort observée jusqu'à présent dans la guerre en Ukraine. Le leader Alexei est également familier avec les activités de la Tulipe Noire. Avant de former le groupe, il était un passionné militaire qui passait beaucoup de son temps libre à déterrer les squelettes des soldats de la Seconde Guerre mondiale, laissés en Ukraine. Il avait également travaillé dans le No Man's Land, qui s'était formé entre l'Ukraine et la Russie, à la suite de l'annexion de la Crimée par la Russie en 2014. Le nom du groupe souligne l'intérêt d'Alexei pour le militaire. Les tulipes noires originales étaient les avions que l'Union soviétique utilisait pour transporter les restes de ses soldats tués dans la guerre soviéto-afghane, qui a fait rage tout au long des années 1980. Nous arrivons à une question. Que se passe-t-il avec les corps des morts une fois que la tulipe noire les récupère ? Nous avons déjà couvert les premières étapes. Les corps sont envoyés à la morgue et identifiés, les autorités compétentes étant alertées de la récupération. Si le soldat est ukrainien, le corps est soit transporté à la famille pour des funérailles privées, soit enterré dans une tombe anonyme si la famille est trop accablée de chagrin pour accepter la perte, comme l'a expliqué Alexei. Le sort des soldats russes, que la Tulipe Noire et d'autres organisations responsables de l'évacuation des corps du champ de bataille récupèrent, est bien différent. Ce qui arrive à ces cadavres est un exemple de l'une des très rares formes de diplomatie fonctionnelle qui existe maintenant entre la Russie et l'Ukraine. Ils sont emmenés au corridor des corps. Tous les quelques mois, l'Ukraine et la Russie organisent un échange de leurs morts. Le Daily Telegraph du Royaume-Uni a rapporté un tel échange, parlant d'un convoi serpentant à travers la région de Sumy en Ukraine en février 2024. Le convoi, mené par une voiture de police, était suivi par une unité de police scientifique et un camion réfrigéré transportant les corps de dizaines de soldats russes. Une délégation similaire aurait été en déplacement à travers la Russie, les deux convois devant se rencontrer juste après la frontière. Les routes frontalières sont déminées pour le passage sûr des convois, malgré la présence de tireurs d'élite russes dans les arbres surplombant l'échange à venir. Le bombardement des régions traversées par le convoi est arrêté, en respect de la tâche macabre qui nous attend. Le Daily Telegraph rapporte que le convoi ukrainien franchit la frontière vers le territoire russe lors de ces échanges. Pour un étranger, cela peut sembler être une condition cruelle imposée par Poutine au convoi ukrainien. Selon Vitaly Matvienko, un responsable du renseignement militaire ukrainien, ce n'est pas le cas. Ils agissent ainsi, car ils ne veulent pas de véhicules russes sur leur territoire. C'est un risque, certes, mais moindre que s'ils venaient ici. Lors de l'échange des corps des morts, l'Ukraine doit rester vigilante face à l'infiltration et à l'agression russe. Lorsque les convois se rencontrent, un échange de corps tendu a lieu, durant un peu moins d'une heure. La Croix-Rouge effectue des contrôles ponctuels pour vérifier l'identité des personnes échangées par chaque partie. Ceci n'est qu'un exemple parmi tant d'autres échanges, le Daily Telegraph notant que l'Ukraine avait récupéré les corps de 2495 de ses soldats lors de ses périples solennels le long du corridor des corps. Un autre exemple vient d'août 2024. Ce mois a vu le plus grand échange via le corridor des corps, l'Ukraine rapportant qu'elle avait réussi à récupérer 250 de ses soldats morts de la Russie. Pour sa part, l'Ukraine n'a remis que 38 soldats russes. Il est possible que la Tulipe Noire ait récupéré certains de ses corps dans les mois précédents. Fait intéressant, le rapport de Columbia Broadcasting System couvrant cet échange a noté que la Russie semble conserver beaucoup plus longtemps les morts ukrainiens qu'elle récupère, que l'Ukraine ne conserve les soldats russes. Certains des 250 Ukrainiens renvoyés dans leur pays étaient des soldats qui avaient combattu à Mariupol, qui est l'une des premières villes que la Russie a attaquées après l'échec de son invasion initiale. Cette ville est tombée en mai 2022, ce qui signifie que certains des soldats ukrainiens étaient entre les mains des Russes depuis plus de 2 ans avant d'être finalement renvoyés chez eux. Vu le nombre élevé de décès dans la guerre en Ukraine, il est évident que Black Tulip n'est pas la seule organisation à récupérer les corps des soldats. En effet, l'Institut Royal des Services Unis,
ou Royal United Services Institute, explique que les autorités ukrainiennes ont mis en place des canaux officiels par lesquels ce triste travail peut être achevé dès septembre 2022. Il dit que l'Ukraine travaille aux côtés de plusieurs parties, y compris la Commission internationale sur les personnes disparues et la Cour pénale internationale, pour trouver et identifier les corps des morts. Le Comité international de la Croix-Rouge, ou Comité international de la Croix-Rouge, joue également un rôle substantiel, comme on peut le voir du fait que ce sont souvent des membres du Comité international de la Croix-Rouge qui sont choisis pour superviser les échanges qui ont lieu dans le couloir des corps. Le Royal United Services Institute fournit plus de détails sur le sort de ceux qui meurent au combat pendant la guerre. Il cite la Convention de Genève, créée en 1906, stipulant que les États combattants ont le devoir d'enterrer ou d'incinérer le corps de ceux qui sont tués sur le champ de bataille. Les États en guerre ont l'obligation de récupérer les biens des défunts pour les retourner à leurs familles. Ces mesures visent à préserver la dignité des morts, mais deviennent très difficiles à suivre lors de décès massifs, comme dans la guerre en Ukraine. La Russie a perdu environ 1000 soldats par jour pendant une grande partie de la seconde moitié de 2024, la récupération des corps étant une faible priorité pour l'Ukraine. Elle est trop occupée à se battre pour se défendre contre l'agression de la Russie pour consacrer beaucoup de temps à suivre cet aspect particulier de la Convention de Genève. Les forces armées ukrainiennes essaient toujours de faire leur part, comme en témoigne leur travail aux côtés de tant d'organisations internationales. Mais des groupes comme Black Tulip existent, parce que l'Ukraine n'a tout simplement pas les ressources militaires dont elle a besoin pour récupérer tant de morts, alors qu'elle se bat toujours. La situation est aggravée par le fait que presque tous les combats, sauf ceux de Koursk après l'incursion de l'Ukraine en août 2024 en Russie, se déroulent en Ukraine. La responsabilité de la collecte incombe principalement aux Ukrainiens. Ce qui nous amène à une autre question. Que fait donc la Russie avec les soldats morts qu'elle rencontre ? Il est difficile de savoir quel processus officiel la Russie a instauré, ou s'il y a des organisations bénévoles, imitant le travail de la Tulipe Noire côté russe. Un processus de récupération est visiblement en cours. Sinon, la Russie n'aurait pas de soldats ukrainiens à rendre dans le couloir des corps. À l'approche du 3e anniversaire de la guerre en Ukraine, il apparaît de plus en plus clairement que la Russie traite souvent les morts, avec bien moins de respect que l'Ukraine. L'abandon étant fréquent, la Tulipe Noire trouve souvent plus de soldats russes que d'Ukrainiens morts lors de ses recherches. Ces abandons ont été signalés dès mai 2022, seulement 3 mois après le début de la guerre. Après un échec initial à prendre Kiev, la Russie s'est repliée et a lancé des assauts plus soutenus sur le territoire ukrainien depuis la frontière. Avec Kiev hors de danger des forces terrestres envahissantes, les habitants signalèrent souvent la découverte de corps de soldats russes en périphérie. Selon la British Broadcasting Corporation, la Russie a montré peu d'intérêt à récupérer ses corps dans l'immédiat, après son échec à prendre Kiev. Lorsque la British Broadcasting Corporation a rendu visite au groupe responsable de la collecte de ces corps en Ukraine, elle a déclaré qu'il y avait au moins 137 empilés dans une paire de wagons pendant la seule journée où ces reporters étaient y présents. Les soldats abandonnés de Poutine. On ne sait pas combien, le cas échéant, de ces troupes russes mortes sont rentrées chez elles. Une partie de la raison pour laquelle la Russie a été moins intentionnée à récupérer les corps de ses morts est que Poutine pourrait essayer de cacher l'ampleur réelle des pertes de guerre du pays. En juin 2022, la Russie prétendait n'avoir perdu que 1300 de ses soldats en environ 5 mois de combat. Selon National Public Radio, les pertes se chiffraient probablement en dizaines de milliers, ce qui semblait être une sous-estimation sérieuse. 2 ans plus tard, la Russie perd presque ce nombre chaque jour, et pourtant, elle abandonne toujours les corps de ses soldats tombés. Si rien d'autre, les actions de la Russie ont mis fin à l'idée que son armée ne laisse pas un homme derrière. Comme l'a dit le colonel Volodymyr Lyamzin, qui dirige le département central de coopération militaire civile de l'état-major des forces armées ukrainiennes, en juin 2022, si c'était vrai, pourquoi tous ces corps sont-ils ici ? Il est également clair que la Russie ne suit pas la Convention de Genève lorsqu'elle essaie de récupérer et d'enterrer les soldats par bras morts. Le même article du Guardian qui rapportait le travail de la Tulipe Noire note également que les corps de milliers de soldats russes morts sont éliminés de manière informelle par incinération et enterrement de masse, le Kremlin déclarant les soldats comme disparus au combat plutôt que décédés. De nouvelles preuves indiquent que Poutine tente de dissimuler l'étendue des pertes russes. Les preuves de ces méthodes, qui enfreignent les conventions, proviennent d'appels interceptés effectués par des soldats russes en mai 2024. Un soldat a affirmé que les corps de ses camarades et de nombreux autres étaient enterrés dans une décharge haute de plus de 6 pieds, les cadavres étant empilés sur cette hauteur selon lui.
Ils les ont simplement jetés là-dedans, a déclaré un autre soldat russe dans un autre appel intercepté. Plus tard, il est plus simple de prétendre qu'ils disparaissent, sans laisser de traces. Il est plus simple pour eux de prétendre qu'ils sont portés disparus. La création de fosses communes est une méthode d'élimination des cadavres utilisée par la Russie depuis au moins avril 2022, comme le montre la découverte d'une telle fosse à Bouka en Ukraine. Dans ce cas, il semble que la Russie ait enterré les corps des soldats ukrainiens, laissant ceux de Bouka fouiller les restes pour retrouver des membres de la famille et des proches parmi les morts. La grande ironie pour l'Ukraine est que malgré tous ses efforts pour récupérer les morts des deux côtés, la guerre finira par laisser son territoire marqué par les fosses communes des envahisseurs contre lesquels elle se bat. Il est évident que la Russie fait moins d'efforts que l'Ukraine pour respecter les conventions de Genève. Les soldats de Poutine tirent sur les volontaires de la Tulipe Noire qui récupèrent les corps, ces ordres révélant un mépris total pour les soldats ukrainiens et russes. Alors, pourquoi la Tulipe Noire poursuit-elle ses activités ? La récupération des combattants ukrainiens qui font le sacrifice ultime pour leur pays est le principal moteur du groupe. Toutefois, certains membres de la Tulipe Noire œuvrent pour une cause supérieure. Dans l'émission The Military Show, une vidéo présente un bénévole affirmant que son travail fait une grande différence pour les familles pouvant enfin accueillir chez elles leurs proches tombés au combat. Le leader du groupe, Oleksiy, dit que le travail a pour lui une signification encore plus grande. Il croit qu'il y a une vie après la mort, et que la récupération des soldats tombés à travers l'Ukraine pourrait faire partie du processus qu'il estime nécessaire pour que ceux qui sont morts puissent connaître l'au-delà. Une chose est certaine, le travail d'organisation comme la Tulipe Noire se poursuivra tout au long de la guerre et bien après sa fin. Ce n'est peut-être que de nombreuses années après la fin de la guerre en Ukraine, lorsque le travail sera terminé, que nous découvrirons vraiment le coût humain de l'invasion de Poutine. Avec cela, nous aimerions connaître votre opinion sur le travail de la Tulipe Noire et son importance dans le contexte global de la guerre. L'Ukraine pourrait-elle mieux soutenir ses valeureux volontaires ? Comment la Russie peut-elle être tenue responsable pour avoir si souvent enfreint la Convention de Genève en enterrant les morts dans des fosses communes ? Partagez vos avis dans les commentaires et merci d'avoir visionné.